Notre panel américain est réuni pour parler des suites de l'assassinat de Charlie Kirk. Aujourd'hui, la police a annoncé qu'elle avait arrêté un suspect. Il a 22 ans. Raphaël, d'abord, peut-être, on a beaucoup spéculé sur les motivations derrière l'assassinat. Est-ce qu'on en sait un peu plus ce soir sur le motif, les raisons pour lesquelles le présumé assassin s'en est pris à Charlie Kirk? Vous allez me pardonner, Sébastien, de commencer d'emblée en précisant que je m'exclus catégoriquement du on. En fait, depuis 48 heures, personnellement, j'essaie de tout faire sauf spéculer, contrairement à bien des gens, pour pas les nommer. La simple réalité, c'est que oui, on en sait un peu plus, mais encore très peu. C'est-à-dire qu'on a trouvé, on semble avoir trouvé sur l'arme et potentiellement sur les douilles autour de l'arme des inscriptions qui suggéreraient, je le mets au conditionnel, que c'était une sorte de militant de gauche, très à gauche. Au-delà de cela, on en sait encore très, très peu. Donc, je me ferai avare de commentaires additionnels là-dessus. Voilà. Puis il faudra voir le procès, il faudra voir comment ça se déroule. Sauf que le débat politique fait rage. Alexandre Couture-Gagnon, notamment Donald Trump ce matin qui était en entrevue à Fox News, où il a parlé de la gauche radicale, de la droite radicale aussi, en faisant des différences, enfin des nuances selon Donald Trump. On l'écoute. Everyone did a great job. We worked with the local police, the governor. The radicals on the right oftentimes are radical because they don't want to see crime. They don't want to see crime. Worried about the border. They're saying, we don't want these people coming in. We don't want you burning our shopping centers. We don't want you shooting our people in the middle of the street. The radicals on the left are the problem. And they're vicious, and they're horrible, and they're politically savvy. Alors, les radicaux de la droite, tout ce qu'ils veulent, c'est la sécurité, alors que les radicaux de la gauche sont trop radicaux, c'est pas ce qu'ils veulent. Alexandre Couture-Gagnon, comment les interventions de Donald Trump alimentent la polarisation en ce moment? On va le savoir dans quelques semaines. C'est vraiment difficile de se prononcer à ce stade-ci. On va attendre que la poussière retombe. Ce qui est certain, c'est qu'à ce stade-ci, pour plusieurs Américains, il y a la question, est-ce que c'est un point tournant dans l'histoire américaine? Est-ce qu'on va se diriger vers plus de violence politique? Est-ce que la violence politique va venir va s'aggraver? Est-ce que la violence politique va devenir si importante que les gens vont avoir peur de participer à des rassemblements politiques? Ça va miner la démocratie du pays. Tout le monde qui était à la place où Charlie Kirk est mort là, sur le collège, tout le monde pensait que c'était une autre fusillade. Ils avaient une crainte ils craignaient pour leur vie. Donc, ça ramène à l'avant-scène la violence politique, la violence qu'il peut y avoir aux États-Unis. Mais la question, c'est dans quelle trajectoire la violence politique va prendre. Est-ce qu'elle va s'apaiser ou est-ce que ça va juste aller en empirant dans le pays? Voilà, puis c'est intéressant ça, Michel C., parce que la violence politique aux États-Unis, ce n'est pas nouveau. Évidemment, il y a eu les années 60, des assassinats, John F. Kennedy, Robert Kennedy, Martin Luther King, et ainsi de suite. Mais dans l'histoire récente, des élus au Minnesota ont été assassinés. Le mari de Mme Pelosi a été attaqué. La maison du gouverneur de la Pennsylvanie a été incendiée. Donc, la violence politique, ça fait partie du décor américain. En quoi ce qui se passe avec Charlie Kirk est-il différent, puis pourrait soulever les questions justement qu'Alexandre soulevait, c'est-à-dire embraser la société américaine? D'abord, vous avez bien fait, Sébastien, de nommer tous ces gens-là. C'était presque tous des démocrates, incidemment. Hein? Donc, c'est pas l'apanage d'un seul des partis, la violence politique. Il y en a des deux côtés. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que le président Trump a volontairement mis de l'huile sur le feu en radicalisant la chose, en disant... Bon, l'extrait que vous avez passé tout à l'heure était tout à fait parlant. Les gens de droite sont des gens bien, ils sont contre le crime. Les gens de gauche sont vraiment malins, méchants et tout ça. Alors, il n'y a rien qui peut excuser un meurtre. Il n'y a rien qui peut non plus excuser de se servir de ça pour raviver des tensions politiques. Et c'est malheureusement ce que le président a fait. Alors que son rôle dans une situation comme celle-là, c'est de calmer le jeu. En même temps, Raphaël, on le connaît, Donald Trump. C'est pas quelqu'un qui calme le jeu, d'une certaine façon. On a appris à le connaître. Lui, politiquement, est-ce qu'il a quelque chose à gagner de ce qui se passe en ce moment? Écoutez, c'est sûr qu'au niveau de raviver la base républicaine, la réponse va un petit peu de soi. Et pour ce qui est de la base républicaine, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui mérite qu'on prenne le temps d'expliquer. C'est-à-dire que depuis des années, on a entendu
très souvent à répétition. Lorsqu'il y avait différentes situations, des gens davantage à gauche, incluant dans les médias, qui disaient, savez-vous quoi, ce sont des fausses équivalences quand on parle de la violence des deux côtés, parce qu'un côté qui est pire, c'est le côté républicain, c'est la droite américaine. Et ça, écoutez, c'est un argument qui est sans fin, parce que ce qu'on entend depuis 48 heures, pour ceux qui sont davantage dans les médias plus conservateurs, plus pro-Trump, c'est l'image miroir avec une hargne qui est sur les stéroïdes présentement. Et ce sont maintenant eux qui disent c'est une fausse équivalence quand on dit qu'il y a de la violence des deux côtés, parce que c'est Donald Trump et non Joe Biden qui a été la cible, non pas de une, mais de 2 tentatives d'assassinat. Ce sont des éléments de gauche dans la société américaine qui ont mis à feu des dizaines et des centaines de commerces pendant l'été 2020. Il n'y a pas de fin à ça. Le seul point que j'ajouterais là-dessus, Sébastien, c'est un point jusqu'à un certain point d'anecdote personnelle, mais qui me semble extrêmement pertinent dans le contexte. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de parcourir un pays qu'on appelle la Bosnie-Herzégovine, du nord au sud. Je l'ai traversé entièrement. Et on sent, 30 ans après ce qui était de facto une guerre civile, une tension qui est palpable encore dans l'air. Et quand on regarde, quand on voit, quand on est sur les lieux et qu'on voit de nos propres yeux des commémorations pour l'horreur que les Bosniaques ont subie, c'est dur, à première vue, de se dire comment ne pas détester, comment ne pas haïr viscéralement les Serbes, jusqu'à temps qu'on lise un peu davantage et qu'on se rende compte ce que les Serbes ont vécu sur des générations, à se faire traiter comme des moins qu'humains par les Ottomans, après coup par les Oustachis croates. Le simple fait, c'est que vous allez dans un pays comme ça qui est encore déchiré. On a une cohabitation entre factions qui se détestent. Et quand on demande à un, à l'autre, qui est responsable, c'est toujours la même réponse. C'est eux autres, c'est eux qui ont commencé. Quand nous, on fait preuve de violence, jusqu'à un certain point, c'est excusé parce qu'eux sont pires. On ne peut pas avoir ça dans une démocratie. Le risque aux États-Unis, c'est ça, c'est de continuer avec cette vrille-là. Bon, puis cette division, Alexandre Couture-Gagnon, dans le fond, Raphaël dit, dans certains pays, il y a des gens qui se détestent, qui cohabitent. On a l'impression que là, il y avait une certaine cohabitation. Ils se détestent sur certaines lignes idéologiques. Est-ce qu'on craint que ça bascule dans la violence? Puis là, je ne vous parle pas nécessairement de guerre civile, mais que les actes de violence politique, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un potentiel ici pour que les actes de violence politique se multiplient? Je ne sais vraiment pas. Mais les élus américains sont toujours plus polarisés que la population américaine. Si vous parlez à la population américaine, il y a des tonnes de livres décrits sur le sujet. Les élus américains, pour plusieurs raisons, les primaires, entre autres, le fonctionnement des élections aux États-Unis, ont toujours tendance à avoir un discours qui est plus passionné que ce que les gens véritablement souhaitent. Aux États-Unis, les Américains, en ce moment, selon les sondages, ce qui les préoccupe, c'est l'inflation, le coût de la vie, la protection du crime, la protection des institutions démocratiques, mais plus que tout, là, c'est vraiment l'inflation, leur qualité de vie. Donc, je pense que les événements politiques qui vont survenir dans la prochaine semaine vont peut-être permettre de dégager une certaine distance par rapport à l'assassinat de Kirk. Puis on va voir comment la vie politique américaine comment l'agenda politique américain va se redessiner, mais je suis pas certaine que ça reste à l'avant-scène de l'agenda politique des États-Unis pendant si longtemps que ça. S'il y a plus de violence politique, oui, mais autrement, ça va avoir été une anecdote dans l'histoire politique du pays. Puis c'est vrai qu'on est à chaud, on n'a pas beaucoup de recul par rapport aux événements, puis on en parle énormément, puis on voit les tensions que ça provoque. On se demande, Michel C., si il y a une espèce de voix de la raison qui pourrait être entendue. Voici quelques commentaires qu'on a entendus, à commencer par Donald Trump, sur les événements de la dernière semaine, avec certains qui essaient justement de lancer des appels au calme. Écoutons. Everyone did a great job. We worked with the local police, the governor. Everybody did a great job. Well, I hope he's going to be found guilty, I would imagine, and I hope he gets the death penalty. What he did, Charlie Kirk was the finest person. He didn't deserve this. Radical left political violence has hurt too many innocent people and taken too many lives. Tonight, I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived and died. The Democrats just killed Charlie Kirk today. They're desperate. They're losing. They want to intimidate you and me and everybody else. We asked for a moment of prayer for Charlie Kirk, and then the Democrats decided at that point in time to try to shout that down. First and foremost, Charlie Kirk is now pronounced deceased. He was murdered. Enough of this. This is horrific. This is awful. And the assassination of Charlie Kirk risks an uncorking of political chaos and violence that we cannot risk in America.
we will never be able to solve all the other problems, including the violence problems that people are worried about, if we can't have a clash of ideas safely and securely. Donc, on a entendu dans l'extrait M. Trump parler de la violence politique de l'extrême gauche, Alex Jones parler des démocrates qui viennent de tuer Charlie Kirk, Mme Ocasio-Cortez parler de chaos politique, et en dernier, le gouverneur de l'Utah. Donc lui, on apprend à le connaître un peu, Spencer Cox. Il dit, si on n'est pas capable d'échanger nos idées en toute sécurité, on n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a une voie de la raison qui est possible ici, Michel C? Oui, le gouverneur de l'Utah a été remarquable aujourd'hui. Le petit extrait que vous avez pris, vous auriez pu en prendre à peu près 50 dans son discours, qui n'était pas si long que ça, qui disait des choses comme ça. Il faut qu'on apprenne à se reparler. Mais ce pays-là a passé pire que ça. Il ne faut pas l'oublier. 1968, l'assassinat de Robert Kennedy, de Martin Luther King, tout ça était horrible et dans un temps assez compressé. Alors, il ne faut pas exagérer l'importance de ça, mais il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu non plus. Les Américains sont un peuple quand même assez résilient et moi, je maintiens que la majeure partie des Américains ne sont pas radicalisés d'un côté ou de l'autre et donc ils sont capables de se parler entre voisins. Et peut-être que la politique est devenue toxique, mais je ne suis pas sûr que la vie aux États-Unis est devenue toxique. Ils sont divisés sur quoi, Raphaël? Démocrates, républicains, gauche, droite, nord, sud, ville, région rurale? Est-ce qu'on est capable de l'identifier? Continue, Sébastien. Je pense qu'on a jusqu'à 18 heures. Donc, je le dis de façon humoristique, mais le fond, c'est très, très difficile de mettre une fin à tous les clivages qu'on a politiquement, économiquement, socialement aux États-Unis. Michel, il y a un instant, soulignait le travail de M. Cox, le gouverneur de l'Utah. J'abonde dans le même sens, pardon. Avec ceci que j'ajoute, jusqu'à un certain point, c'est facile, entre guillemets, pour un gouverneur républicain, dans le cas actuel, de sortir, parce qu'évidemment, c'est une figure républicaine de droite qui a été atteinte. En ce qui me concerne, il y a un politicien américain que vraiment je mettrais en effigie présentement, et c'est Bernie Sanders, qui a eu des propos, je ne sais pas si on les a. On a un extrait. Okay. Je vous interromps, mais juste pour entendre M. Sanders. A free and democratic society, which is what America is supposed to be about, depends upon the basic premise that people can speak out, organize, and take part in public life without fear, without worrying that they might be killed, injured, or humiliated for expressing their political views. Bon, ben ça ressemble à une voix modérée puis une voix de la raison. Non seulement ça, mais c'est une voix de la gauche qui est sortie sans équivoque pour condamner de la violence politique contre une figure de la droite. S'il y a un problème aux États-Unis depuis les dernières années, c'est que trop souvent, lorsqu'il y a eu une situation d'un côté ou de l'autre, le réflexe a été de soit pas tout à fait condamner ou y aller avec des « oui, mais ». Là, c'était sans équivoque. Et pour tous ceux et celles qui ont le temps de prendre 4 minutes pour écouter le discours de M. Sanders intégralement, je vous soumettrai que ça vaut la peine. Parce que, notamment, je t'amène la réponse là-dessus, il mentionne dans la liste des personnes qui ont été des cibles, des victimes de violences politiques dernièrement aux États-Unis, un certain Brian Thompson. Il y en a plusieurs qui vont entendre le nom et qui vont se dire de qui est-ce qu'on parle. Ce n'était pas un politicien, c'est un homme d'affaires, le dirigeant de cette compagnie d'assurance qui s'est vu abattre en pleine rue à New York. On se rappelle plus de son assassin que de lui-même. Et c'est un petit peu ça le point, Sébastien. C'est-à-dire qu'il y a trop de gens, une personne, c'est trop en ce qui me concerne par rapport à ça, qui ont soit célébré l'assassinat ou qui l'ont jusqu'à un certain point excusé en disant « Oui, c'est terrible, mais c'est terrible aussi ce que la compagnie d'assurance faisait. Non, dans une société démocratique, il y a une façon de régler des différends. Et l'idée, c'est pas d'avoir une société qui est entièrement homogène, c'est d'avoir des différends, mais qu'on règle avec des mots et avec des votes, non pas avec des points et avec des balles. Avez-vous l'impression, Alexandre, que la société américaine est encore capable de débattre de cette façon-là, ou le débat est tellement polarisé qu'on ne s'écoute plus? Les politiciens peuvent parfois donner cette impression-là, puis on a su que au Congrès américain, après l'assassinat de Charlie Clark, les couteaux volaient bas, là, les républicains et les démocrates s'accusaient l'un l'autre. Mais dans la société américaine, les Américains, s'ils sont très pris dans leur position politique, souvent ils vont pas le dire en public, ou souvent ils vont essayer d'offrir d'essayer de paraître plus conciliant que ça. Les Américains vont continuer de se parler, puis
par rapport à plusieurs des grands enjeux de l'économie américaine ou même de la politique américaine. Les Américains s'entendent, il y a un consensus vraiment impressionnant. Par exemple, Bernie Sanders est considéré à la fois par les républicains, par les démocrates et par les indépendants comme étant l'un des politiciens les plus honnêtes du pays. Donc, il y a quand même, chez les Américains, il y a cette volonté de garder le pays avec le plus haut niveau de vie de la planète, d'être le meilleur pays du monde. Les façons d'y arriver sont peut-être divergentes, là, mais moi, j'ai l'impression que les Américains se parlent encore. Et réussissent à s'écouter d'une certaine façon. Michel C., avez-vous l'impression donc qu'on est dans un passage ici, oui, tendu, mais que, je sais pas, le bon sens va reprendre le dessus à un moment donné? Mais il y a aussi les médias qui doivent faire leur travail. On a écouté Alex Jones tout à l'heure. Il n'y a pas de raison qu'Alex Jones ait un micro. Ce qu'il il y a la fait, liberté c'est de la d'expression, provocation Michel. tout le temps. Et je veux pas dire qu'il faut faire de la censure, là, mais il faut aussi que ces voix-là qui sont extrêmes se fassent pas donner les plus gros micros. Oui, mais en même temps, il y a la liberté d'expression, Raphaël. Est-ce qu'ici, on rentre dans le débat de la liberté d'expression? C'est tellement épineux. C'est-à-dire que pour revenir sur M. Trump, pas toujours ramener tout à lui, là, mais en même temps, comme Michel le mentionnait, il a un rôle qui est disproportionné parce que c'est le seul élu, en principe, à part le vice-président, évidemment, qui est élu pour parler au nom de toute la population et donc se faire rassembleur, ce dont visiblement il est incapable à chaque fois qu'il y a une incidence ou une situation de la sorte, un incident ou une situation de la sorte. Une fois que ça s'est dit, donc je mets le bémol ou la prémisse pour que ce soit très clair que ce que je veux dire, je ne le dis aucunement d'une perspective pro-Trump, loin de ça. En même temps, ce qui est vrai, et je ne le dis pas pour choquer Alexandre, qui est du milieu universitaire américain. Moi-même, j'en suis issu. Mais la réalité, c'est que de façon disproportionnelle, pas totale, mais disproportionnelle depuis les dernières années, il y a une mouvance qui vient de ce milieu-là, de façon globale, qui cherche très souvent, trop souvent, à faire taire plutôt que débattre, à étouffer la discussion plutôt que la nourrir. Encore une fois, et là, je recite Bernie Sanders, qui, dans son allocution aujourd'hui, disait « on règle les différends en parlant ». On ne peut pas avoir un climat de tension continuelle, d'intimidation continuelle, parce que quiconque a recours à ça est intimement et intérieurement trop peu confiant pour ce qui est de la solidité de ses propres idées. Donc, on règle en dialoguant davantage, pas moins. Alexandre, là-dessus? Je me demande ce qui va se passer pour les prochains rassemblements politiques. T'sais, déjà, on avait les républicains cet été qui ont annulé plusieurs de leurs rassemblements politiques. Ils avaient peur d'avoir trop de doléances de leur population par rapport aux changements sur l'assurance Medicaid pour les personnes pauvres ou les coupons pour acheter de la nourriture à bas prix pour les familles pauvres. Puis là, on sait que plusieurs élus, les républicains comme les démocrates, ont annulé leur rassemblement dans les prochains jours, à la fois pour honorer la mémoire de Charlie Kirk, puis dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec les assassinats, son assassinat, puis aussi à la fois parce qu'ils se demandent si la sécurité à leur prochain rassemblement est suffisante. Or, ces rassemblements-là, c'est tellement important dans la démocratie parce que c'est là où les gens peuvent vraiment entendre les idées d'une personne pendant plus que quelques minutes. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Oui, tout à fait. Puis si ces rassemblements-là peuvent plus exister, bien, la façon de voir des Américains qui ne sont pas nécessairement d'accord avec nous dans un cadre un peu relaxant, je sais pas, souvent c'est en plein air, ces rallyes-là, mais ces rassemblements-là, je me demande ce que ça va avoir comme impact pour les élections de mi-mandat. S'il n'y a pas d'élus, il n'y a pas de candidat qui peut aller parler à des grandes foules pendant plus que quelques minutes là, dans des médias, comment on va gérer les élections des mi-mandats? Ça va juste être dans les médias, ça va juste être sur des vidéos TikTok. Comment la transmission des informations va se faire? En terminant, Michel C., est-ce que vous craignez pour la vie démocratique? C'est pour la vie démocratique, mais je pense que les États-Unis sont résilients. Et ce n'est pas la première crise qu'ils voient. Un petit point, par exemple, le rôle de la religion là-dedans. Kirk était très fort pour dire c'est la volonté de Dieu, les femmes sont inférieures aux hommes. Il a envoyé un télégramme à cette chanteuse qui se marie là, en lui disant maintenant tu devras obéir à ton mari, c'est la volonté de Dieu. À Taylor Swift, voilà. Mais je veux dire, à un moment donné, ça c'est un absolutisme. Ah, j'ai la religion de mon côté, Dieu de mon bord. Ça aussi, ça fait partie du problème du débat politique américain actuellement.
Très bien. C'est là-dessus que nous allons devoir nous quitter. Bonne fin de semaine. On se reparle vendredi prochain. Merci. Bonne semaine. Merci. Au revoir.